Vous êtes sur la télévision nationale et vous faites bien. Madame, monsieur, bonsoir et bienvenue dans ce journal. Dans l'actualité, une base militaire française secrète au Bénin, faux. C'est la réponse servie par le Bénin et la France au Niger après ces allégations soutenues par un reportage qui illustre tout le contraire. Cette vidéo est-elle fondée? À suivre les raisons attestant d'un document de manipulation. Le sel béninois est en bonne marche pour atteindre le label qualité. Le projet de promotion du sel local s'y attelle depuis 2022 avec le ministère en charge des petites et moyennes entreprises qui veillent au grain. En preuve, une descente de contrôle sur le site de production à Djekbachi. Et puis des élèves en débat littéraire avec des auteurs d'ouvrages. C'est à l'initiative du programme Hors les murs. L'écrivain Maouyon Kako était face aux élèves du CEG 1 Godomé pour la présentation de son ouvrage La naissance de Fa, l'enfant qui parle dans le ventre de sa mère. C'est l'une des preuves brandies par le Niger pour justifier ses allégations de présence de bases militaires françaises au Bénin. Un reportage diffusé le 10 mai dernier sur RTN, la chaîne de télévision publique du Niger, est devenu viral. Elle présente une base militaire française secrète à Kandi en vue de déstabiliser le Niger. Le service web de l'ORTB a vérifié la véracité de cette information et, vous allez le voir, le fact-checking révèle que la vidéo a été détournée de son contexte initial, les raisons qui l'attestent avec Ariane Da Silva. Le document audiovisuel diffusé par la RTN est fondé sur l'enquête journalistique de la presse française Le Média, publiée le 22 février 2023, avant l'arrivée du régime militaire nigérien au pouvoir le 26 juillet 2023. L'enquête intitulée « Bénin à la recherche des mystérieux soldats français » n'établit pas l'existence d'une base militaire française au Bénin. Selon son auteur, le journaliste français Thomas Dietrich, l'enquête est utilisée à des fins de manipulation. Il déclare sur son compte X, je cite, « Mon reportage au nord du Bénin date de janvier 2023. Il n'y avait pas de base secrète française à Kandi et à ma connaissance, il n'y en a toujours pas. » Le journaliste précise aussi dans une vidéo que des instructeurs français étaient déployés dans le cadre de la lutte antiterroriste au Bénin et déjà rapatriés en France. Thomas Dietrich, très engagé contre la politique France-Afrique, dénonce la manipulation de son travail à des fins de propagande d'un État contre son voisin. L'autre point important, c'est que la France et le Bénin démentent l'accusation du Niger. Une base militaire, ça se construit à deux. Le Bénin n'est pas demandeur et n'a reçu aucune demande sur le sujet, avait réagi le chef d'état-major général des forces armées béninoises le 9 décembre 2023. Non, il n'y a pas de base militaire française au Bénin. Il n'y a pas non plus de mission militaire permanente ici, a assuré le chef d'état-major des armées françaises au Bénin. Le fact-checking dévoile aussi que le Bénin ne figure pas sur la liste des pays abritant une base militaire française en Afrique. À la date du 15 mai 2024, les bases militaires françaises en Afrique se retrouvent dans 5 pays, indique un article de Banuto. Les 5 pays sont le Djibouti, le Gabon, le Tchad, le Sénégal et la Côte d'Ivoire. Pour finir, l'absence de cadre juridique qui acte l'installation d'une prétendue base militaire française au Bénin. Bien que le président de la République soit le chef des armées, selon l'article 54 de la Constitution, son pouvoir en matière militaire est soumis au cadre législatif et constitutionnel. Il n'y a pas non plus de loi votée par le Parlement qui autorise le gouvernement à permettre à la France d'installer une base sur le territoire béninois, comme l'exige l'article 145 de la Constitution. Par conséquent, selon les résultats du fact-checking, la chaîne nigérienne a tronqué le reportage de Le Média pour prouver le soupçon non fondé du régime militaire du Niger. Rien n'établit donc l'existence d'une base militaire étrangère au Bénin. La mise en œuvre des réformes dans le secteur de la décentralisation suit-elle son cours dans les départements de l'Atakora et la Donga? Pour s'en assurer, le ministre Raphaël Akotegnon a tenu une séance d'échange avec les élus communaux. À la fin de cette étape de sa tournée, il ressort avec une bonne moisson de doléances. Jean-Claude James, Ivagodopessi. 2 communes sur les 4 de la Donga sont visitées par l'autorité de tutelle. Kopargo et Djougou, un échantillon retenu par Raphaël Akotegnon
pour apprécier le chemin parcouru après 2 ans de réformes structurelles dans le secteur de la décentralisation. Il nous est apparu indiqué d'aller à la rencontre des acteurs de premier plan que vous êtes afin d'ausculter avec vous les mutations subséquentes induites. Je voudrais, au regard de tout ce qui précède, rassurer chacun de vous de l'engagement ferme de mon département ministériel à répondre promptement, dans la limite de ses prérogatives et moyens, évidemment, à toutes vos sollicitations d'intérêt général concourant à donner le meilleur à nos citoyens. Ces élus communaux et cadres du département ont saisi la perche et ils ont partagé avec le ministre les problèmes qui freinent le développement des communes. Il paraît important d'envisager une évaluation de cette réforme. L'administration préfectorale est aussi confrontée à quelques difficultés. Nous devons mener la lutte pour vraiment éradiquer la production de l'alcool frelaté qui nous tue à grande échelle. Avant la Donga ce vendredi, le patron de la décentralisation au Bénin et sa suite étaient dans le département de l'Atakora pour le même exercice. Après le congrès de l'Association internationale des maires francophones en 2023, Cotonou va accueillir du 8 au 13 juillet prochain l'Assemblée générale de l'Association internationale des régions francophones, couplée avec les rencontres Africa, l'Association des communes de l'Atlantique et du littoral et l'Association nationale des communes du Bénin sont à l'initiative de ces événements. À la conférence de presse d'annonce officielle hier, Alexis Kenam et Amandine Anyamboso. L'Assemblée générale de l'Association internationale des régions francophones couplée avec les rencontres Africa est une occasion pour renforcer les relations économiques entre la France, l'Europe et le Bénin. L'avantage de cette manifestation est de jumeler à la fois des entrepreneurs français qui viennent à la rencontre des entrepreneurs béninois et à la fois une coopération exemplaire avec les collectivités territoriales et avec une collaboration qu'on a avec l'AIRF. Nous organisons systématiquement lors de notre Assemblée générale une rencontre économique de façon concomitante, justement parce que les collectivités territoriales ont cette compétence des pouvoirs locaux, acteurs du développement économique local. Les entreprises et les décideurs vont pouvoir discuter à la fois de leurs problèmes, de leurs problématiques de développement et des solutions, de l'expertise que ces chefs d'entreprise peuvent apporter en réponse aux problèmes rencontrés par les collectivités territoriales. Pour assainir l'environnement des affaires, mettre en place les outils pour faciliter la vie aux investisseurs, il est maintenant temps que le Bénin soit le théâtre des grandes rencontres, telles que Rencontre Africa, pour qu'on puisse accueillir ici au Bénin les grandes entreprises qui ont fait leurs preuves dans leur pays et qui ont envie d'externaliser leurs connaissances et de partager leurs bonnes pratiques, leurs expériences avec les pays pour faire agrandir leur business. Le Bénin d'aujourd'hui, c'est un Bénin nouveau. Et ce Bénin nouveau, nous devons travailler pour que chaque jeune, chaque collectivité locale où nous sommes, nous devons nous battre pour que les entreprises locales sur place doivent rayonner. Et c'est notre but, c'est ce que nous faisons. Et c'est pour ça que les rencontres Africa seront là à partir du 8 juillet jusqu'au 13 juillet, couplées de notre bureau de l'AIRF. L'Assemblée générale de l'AIRF, couplée avec les rencontres Africa, c'est plus de 1000 participants, des conférences, le réseautage et un rendez-vous de B2B sur mesure. Pour une comptabilité fiable et transparente, les autorités de l'espace OHADA ont mis en place depuis janvier 2024 de nouvelles règles de tenue de compte pour les entités à but non lucratif. De quoi cela retourne-t-il et quelles en sont les implications? Eh bien, les acteurs ont été sensibilisés à ce propos. Le détail avec Brice Thibozo et Alexandra Djotan. Les associations, fondations et autres entités, telles les organisations religieuses au sein de l'espace OHADA, sont soumises depuis janvier 2024 aux dispositions du SIS-BNL en matière de gestion financière. Le SIS-BNL, système comptable des entités à but non lucratif. Je vais vous présenter le contexte. L'Ordre des experts comptables et comptables agréés du Bénin sensibilise sur le contenu de ce référentiel. Tous les professionnels ont été déjà formés à ce référentiel, mais il s'est fait que
les destinataires ou les entités bénéficiaires de ce référentiel n'ont pas encore été suffisamment informés. Et donc, cette séance d'information, de sensibilisation a été préparée pour combler ce vide. Nous espérons vraiment être outillés par rapport à la tenue des livres comptables. Nous attendons, c'est de comprendre ce référentiel, de savoir ce à quoi cela nous engage, de savoir quelles sont les obligations nouvelles que cela génère pour nous. L'appropriation des nouvelles règles est d'intérêt pour les différentes parties. La seule obligation de publier des états financiers à la fin de chaque année remet sur eux une obligation de bonne gouvernance. Le deuxième atout pour nous, cette séance permettra à ce que l'on sache que ce ne sont que les experts comptables régulièrement inscrits au tableau qui peuvent leur fournir d'accompagnement et d'assistance à la production, à la présentation des états financiers et qui ne doivent pas aller vers d'autres professionnels au risque bien sûr d'être sanctionnés et de ne pas avoir la meilleure prestation ou le meilleur résultat. À la longue, cette application va permettre une amélioration significative de la qualité de l'information financière dans notre sous-région. Le suivi du schéma de développement régional de l'UEMOA va désormais être mieux assuré au Bénin. Le comité national créé par arrêté ministériel en 2022 est désormais fonctionnel. Le ministre José Tonato a procédé à leur installation devant les acteurs de l'aménagement territorial avec le soutien de l'UEMOA. Et sans plus attendre, ils ont tenu leur première session ordinaire. Ramatou Lawani, Arnaud Adadja. L'Union économique monétaire ouest-africaine UEMOA rêve d'ici à 2040 d'un seul territoire où les peuples se côtoient, coopèrent et travaillent. Le CNSDR est le comité national de suivi de l'aménagement de cet espace. C'est en effet par arrêté que ce comité a été créé. Aujourd'hui, vous concrétisez donc cet acte. Conformément aux attributions du comité national de suivi du SDR, je ne doute point que vous serez à la hauteur de la mission qui vous est confiée. En ce qui nous concerne, la commission de l'UEMOA, vous pouvez compter sur l'accompagnement de l'Union pour le bon fonctionnement du comité national afin de parvenir à la mise en œuvre efficiente du SDR. Vous avez un rôle fondamental dans la préparation du programme d'action du gouvernement. Il ne s'agit pas seulement du secteur du cadre de vie et des transports, il s'agit de tous les secteurs de développement de l'économie nationale qui doivent concourir à la consolidation de l'économie régionale. Parce qu'il faut être dans le monitoring permanent de ce qui se fait au niveau national pour assurer que le schéma se décline et se consolide progressivement. À présent que ses membres sont officiellement installés, il n'y a point de doute, l'UEMOA enclenche ainsi la marche de la mise en œuvre des projets communautaires. En matière de sécurité routière, les données fiables sont une denrée importante et indispensable à une prise de décision efficace. Pour l'avoir compris, le Centre national de sécurité routière a conclu avec des universitaires des partenariats visant à le doter de ces données. Justement, la cérémonie de signature des accords s'est déroulée à la clôture d'un atelier de 2 jours sur la validation des données du décomptage des accidents de l'année 2022. Virgile Rodéan, Françoise Insou. Après la validation des données issues du décomptage des accidents de l'année 2022, l'unanimité s'est faite autour de la nécessité pour le Centre national de sécurité routière de renforcer sa collaboration avec les universitaires. Le laboratoire de psychologie appliquée, l'Institut régional de santé publique et le laboratoire d'épidémiologie des maladies chroniques et neurologiques entrent donc en partenariat avec le CNSR pour mettre à sa disposition les données précises dont il a besoin pour optimiser ses décisions. Si vous n'aviez pas la précision sur les données, si vous n'avez pas l'exhaustivité des données, si vous n'avez pas la fiabilité des données, et vous ne pouvez pas prendre de meilleures décisions. Et donc, la logique qui soutient aujourd'hui la signature de la convention avec les universitaires
vient un peu pour renforcer la plateforme des acteurs avec qui nous travaillons, les sapeurs-pompiers, mais nous avions compris qu'il faut aller vers les méthodes digitales, renforcer beaucoup plus le dispositif de recueil des accidents, toutes choses qui peuvent nous permettre d'avoir les données à temps réel. Les deux activités, à savoir la validation des données relatives aux accidents de 2022 et la signature des protocoles d'accord avec les gestionnaires de données que sont les universitaires, se tiennent dans le cadre de la commémoration du 16e anniversaire de l'Organisation de la sécurité routière en Afrique de l'Ouest. Les travaux se déroulent autour des leçons pour les agents de la sécurité routière en ce qui concerne la sûreté et la durabilité des transports en Afrique de l'Ouest. L'association Élan Média, en collaboration avec l'association de la presse sportive et la Fédération béninoise de handball, ont organisé les journées Média Bénin. L'une des activités menées ce jour est le beach handball. À travers cette activité, entrant dans le cadre des festivités de la Journée internationale de la liberté de la presse, les professionnels des médias se sont imprégnés de cette discipline sportive. Suivons ensemble ce reportage d'Emmanuel Nissezounon et Françoise Nissou. Vous pouvez prendre le ballon, lancer le ballon vers un partenaire. Les professionnels des médias reçoivent un cours sur les règles du jeu avant de s'affronter en équipe. La discipline sportive à l'honneur, le beach handball. Cette activité est l'une des nombreuses des journées médias Bénin. C'est une très belle initiative d'associer les journalistes à une telle pratique. Ça permet à ceux-ci de maîtriser l'abécédaire du beach handball et dorénavant de faire sa promotion. Nous avons été instruits sur les règles de la partie de cette discipline. Ça permet de nouer de nouvelles relations. Ce que je vois ici représente pour moi l'espoir, l'espérance, la vivacité, le dynamisme. Je suis très heureux de voir que les professionnels gardent une dynamique qui mérite d'être accompagnée. Cette initiative de l'association Élan Média et ses partenaires vise à contribuer au développement du sport au Bénin, un moment de brassage et de cohésion sociale. C'est une occasion pour les professionnels des médias, après avoir passé tout ce temps-là dans les rédactions, de se retrouver, et il faut encourager les journalistes à davantage travailler. Ce type d'activité est vraiment à encourager parce que ça nous sort de notre cadre ordinaire, ça permet de se retrouver et ça permet également d'apporter un plus à notre santé. Les journées Média Bénin entrent dans le cadre des festivités de la Journée mondiale de la liberté de la presse, célébrée le 3 mai. Passionnés de sport, ces professionnels des médias sont prêts à tous les gestes utiles pour un journalisme libre et dynamique. Où en sont les travaux pour le sel béninois label de qualité? C'est un défi que le gouvernement veut relever à travers le projet de promotion du sel local Khouladjeb dans la zone côtière du Bénin, un projet initié depuis 2022. Une délégation du ministère en charge des petites et moyennes entreprises était sur le site dédié à Djegbadji dans la commune de Ouida. Constat de l'évolution des travaux avec Gilles Dansou et Wenceslas Sarwanyimo. Moderniser la production du sel dans 5 communes du Bénin, à savoir Ouida, Akbomassé, Semekodi, Grand Popo et Komé, c'est l'ambition du gouvernement. Elle se concrétise par la mise en place du projet ProSel, projet de promotion du sel local IOD. La délégation du ministère en charge des petites et moyennes entreprises, du PNUD et d'autres bailleurs de fonds visite le chantier de construction du site de Djegbadji à Ouida. Par ce projet, nous visons à réduire la pénibilité du travail à nos mamans qui s'y adonnent. Nous visons à accroître la productivité, mais surtout la quantité aussi. Mais à la fois, nous visons également la préservation de la mangrove. Ouais, là où nous sommes en milieu humide. Des innovations qui ont été introduites ici sur ce site-là. Et ces innovations, il faut le signaler, je crois que c'est très important, ont été faites par des innovateurs béninois. Nous n'avons pas fait venir des gens de l'extérieur pour innover. Et là, on a aussi un très bon exemple de ce qu'on appelle une coopération sud-sud. Là, c'est le Bénin maintenant avec les pays de l'IPSA, donc Inde, Brésil, Afrique du Sud. Et vous voyez un peu, c'est aussi le résultat de cette collaboration. Ici, les femmes produisent du sel à l'aide de l'énergie solaire. Plus loin, c'est le village de production traditionnel de sel Khouladjeb. C'est la technique de chauffage qui est adoptée. Le ProSel entend à travers la modernisation de ces sites s'adapter aux normes internationales. C'est un projet de 4 ans. Les 2 premières années avaient une intensification d'intervention au niveau de la commune de Ouida.
Et à la suite des expérimentations, on implémente les stratégies retenues dans les autres communes. Donc, après 2 ans, nous sommes dans la 3e année. Et il faut retenir qu'à l'heure actuelle, le projet est autour de 50% de taux d'exécution financière et à moins de 25% de taux de réalisation physique, compte tenu de la construction que nous avons vue qui est en cours. Les femmes productrices du sel adhèrent à cette politique de modernisation. Le dossier du jour nous emmène à Dassa, dans les collines, où le concassage est une activité qui perdure dans le temps. Elle révèle des richesses de ce département. Et la bonne nouvelle est que désormais les concasseurs, à travers la modernisation de leur savoir-faire, fabriquent plusieurs objets à partir du granit. Constat avec Gloria Oni, Mathieu Sokenou et Moïse Agonye. Des collines précédemment réduites en gravier sont aujourd'hui transformées en des objets ménagers. Ces mortiers en sont un exemple. Tranquillin, ce jeune tailleur de pierre, a appris ce métier sur le tas. Ça là, ça a pour taille, hauteur 15 cm, profondeur 10 cm et de diamètre 15 cm aussi. Si nous prenons cette matière qui est le granit, ils nous ont dit que c'est la plus dure des matières qu'on appelle la pierre. Donc si déjà nous arrivons à façonner ça à être utile pour tout le monde, ce serait quelque chose de durable. Ça va prendre du temps avant que ça ne se gâte. Les grossistes des pierres, quant à eux, vont à l'assaut des montagnes, des grottes, à la recherche des pierres à revendre. Cette activité est un art ancestral, mais à l'époque, la fabrication de ces objets n'était pas développée par les autochtones des collines. On va dans la brousse pour chercher des bois pour mettre de feu. Après avoir mis de feu, ça prend assez de temps avant qu'on trouve de traces pour pouvoir casser. On n'a pas encore cette chance-là d'avoir un marché de coulement ailleurs. C'est notre seule place d'exposition qu'on a ici en face de l'atelier où on transforme les pieds. Au départ, on a commencé avec une seule meuleuse d'angle, mais aujourd'hui, on est à 4 meuleuses d'angle. Les difficultés qu'on a beaucoup plus rencontrées, c'est au niveau du matériel. On n'a pas de matériel pour pouvoir faire la finition telle que nous souhaitons ça. Ces graviers vont être utilisés plus tard dans la construction des routes et des maisons, et les pierres d'ornement vont embellir les domiciles et les lieux de travail. Après la mission médicale gratuite au profit des populations, une délégation du ministère de la Défense est retournée dans le Nord pour la sensibilisation aux gestes de premier secours. Djougou a accueilli la première étape de cette tournée. Jean-Claude James et Yves Agolopessi ont suivi avec les conducteurs des transports en commun et de taxi-moto. Cette formation, reportage. Prévention et secours civique de niveau 1. C'est le module développé avec ces acteurs des transports. Après la théorie, place à la pratique. Est-ce que vous trouvez c'est Waha? Vous m'entendez? Serrez-moi la main. Donc la personne ne répond pas. Ouvrez les yeux. Nous avons voulu participer au développement de la nation en menant des actions telles que les actions médicales gratuites, construire des infrastructures communautaires au profit de la population, et pour renforcer ce lien armée-nation, nous avons développé aussi une activité de sensibilisation des conducteurs de taxi-moto, transport en commun et aussi des conducteurs de tricycles. Une formation aux gestes de premier secours. Les bénéficiaires de la ville Carrefour, avec son lot d'accidents, ne pouvaient pas espérer mieux des forces armées béninoises.
Nous qui sommes arrivés, on a su qu'effectivement, nous, on n'est pas perdants. Il y a des moments où on sauve en cours de route, la personne perd la vie. Alors aujourd'hui, il y a les mécanismes qu'il faut adapter pour sauver ce dernier. Je remercie d'abord le gouvernement qui a organisé ça là. L'activité principale, du coup, c'est le transport. Donc, ce qui veut dire qu'on a tellement des cas d'accident. C'est pourquoi cette formation est vraiment la bienvenue. Et je voudrais profiter aussi pour remercier le ministère de la Défense. Demander à nos émigrants d'être vraiment très très prudents. La vitesse, l'excès de vitesse, ça n'amène jamais au bon port. On pense qu'on est pressé, mais en cas d'accident, on perd toute la journée. Basila et Banté sont les prochaines étapes de cette mission de sensibilisation aux gestes de premier secours. Une perche des forces de défense et de sécurité à saisir par tous les citoyens pour être utiles à la société. L'espace culturel Le Centre lance officiellement son programme Hors les murs avec un débat littéraire, j'en parlais tantôt en titre, en collaboration avec La Dynamique du livre. Le Centre a fait découvrir aux élèves du CEG 1 de Godomè l'écrivain Maouyon Kakpo et son ouvrage intitulé La naissance de Fa, l'enfant qui parle dans le ventre de sa mère. Patrick Jossou et Carmel Dansou étaient de la partie. Le Ifa ou le Fa, oracle prémonitoire, science divinatoire, conscience rituelle, spirituelle ou intellectuelle. Une kyrielle de questions dont les ribambelles de réponses se trouvent dans cet ouvrage titré « La naissance de Fa » et sous-titré « L'enfant qui parle dans le ventre de sa mère ». Tout ouvrage qui porte sur le Fa étant le socle des humanités classiques africaines, cela ne peut que nous comporter nous-mêmes. Et je dis nous comporter nous-mêmes, c'est-à-dire notre culture, notre façon d'être, notre façon de penser, et c'est cela qui nous définit. Le Fa est une identité remarquable dans la culture adjatado. L'ouvrage est programmé pour les classes de 3e des lycées et collèges du Bénin. Selon moi, le Fa, c'est une bonne chose. Il faut faire recours à ça, parce que ça aide beaucoup. Ce que j'ai retenu, c'est que le Fa n'est pas une divinité. C'est un message de Dieu. On vient d'assister à un bain littéraire. Et le sentiment que cela me fait, au-delà même du centre, c'est le gain que mes apprenants vont tirer de ce qui vient de se passer. L'œuvre, son auteur et ses lecteurs se rencontrent dans le cadre du programme Hors les murs de l'espace culturel Le Centre, Sia Lobozumpa, route de Ouida. On a plusieurs programmes, plusieurs activités et événements qui se déroulent au sein de l'espace culturel Le Centre. Et nous avons constaté que nos publics éloignés n'arrivent pas toujours à fréquenter notre espace pour suivre ces différents programmes. Dorénavant, ces adolescents sauront différencier le Fa, note musicale, et le Fa, patrimoine immatériel. Le sort du suspect qui a attenté à la vie du Premier ministre slovaque en ouvrant le feu sur ce dernier est confié à la justice qui décidera de son maintien en détention provisoire. Et si le pronostic vital du ministre n'est pas engagé, son état est jugé grave selon la ministre de la Santé. C'est l'une des informations à la une de l'actualité hors de nos frontières. On fait le tour avec Virgile Arodéon. Le suspect de l'attentat contre le Premier ministre slovaque Robert Fico arrive au tribunal pénal de Pezinok, au nord-est de Bratislava, qui statuera sur son maintien en détention provisoire. L'homme, identifié par les médias slovaques comme étant le poète Juraj Sentula, âgé de 71 ans, a tiré 5 coups de feu sur le ministre Fico mercredi et l'a touché à 4 reprises. L'intervention chirurgicale, qui a duré 2 heures, a contribué à un pronostic positif sur l'état de santé du Premier ministre, qui est stable mais grave, a déclaré samedi la ministre Zuzana Dolinkova à la presse. Des dizaines de migrants s'installent dans le sud du Mexique après avoir traversé le pays depuis le Guatemala en attendant de poursuivre leur voyage vers les États-Unis.
Chaque année, des milliers de personnes fuyant la pauvreté et la violence traversent le Mexique en direction de la frontière américaine. Dans la capitale du Mexico, le président du Mexique, Andrés Manuel López Obrador, et du Guatemala, Bernardo Arivola, ont conclu vendredi des accords sur la sécurité, les infrastructures et le développement économique pour s'attaquer aux causes structurelles de la migration. Le Premier ministre cubain Manuel Marrero et l'ambassadeur de Chine à Cuba accueillent les touristes chinois qui arrivent à La Havane par le premier vol Pékin-Madrid-Havane depuis la pandémie du Covid-19. Air China a repris la liaison aérienne entre les deux pays qui avait été suspendue en raison des mesures de lutte contre la pandémie. Cuba offre également une exemption de visa aux voyageurs chinois. Lors de sa visite à Vérone, le pape François se rend dans la prison de Montorio où il rencontre des détenus. Dans son discours, il évoque le problème de la surpopulation carcérale et appelle à l'amélioration de la vie en prison. Voilà qui met un terme à ce journal. Merci de l'avoir suivi. Retrouvez à 23h30 Jennifer Sachivi pour l'édition de la nuit. Bonsoir chez vous.